Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiscalia, notre podcast qui traite de fiscalité, comptabilité et qui va adoucir votre arrivée fiscale en Israël. Je vous souhaite une excellente écoute, à très bientôt. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur le podcast Fiscalia du cabinet Dre Dre avec un invité de marque cette semaine, Maître Benayoun, spécialiste en fiscalité. Maître Benayoun, on sait qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté juive qui préparent leur alia, donc leur immigration en Israël dans les mois à venir, pour diverses raisons. D'après vous, comment s'y préparer? Bonjour d'abord. Euh, il y a deux sujets, il y a deux aspects principaux à regarder. D'abord, il faut qualifier la personne qui va faire son alia. Est-ce qu'elle est encore en activité? Est-ce qu'elle est retraitée? Et si elle est encore en activité, est-ce qu'elle est salariée ou chef d'entreprise? Donc, on va avoir deux thématiques qui vont ressortir. La première, la plus importante, c'est la notion de résidence fiscale. Et je pense que Nathaniel pourra intervenir aussi côté israélien. Ce qu'on regarde, nous, c'est l'application de la convention fiscale entre la France et Israël au regard de ce que va nous raconter le client. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut garder son foyer d'habitation, sa résidence principale actuelle? Est-ce qu'il ne veut pas la garder, il va la vendre ou la louer auparavant? Et là, on va avoir des incidences. Le préalable pour moi, c'est d'abord de vérifier si le projet de la personne est conforme à la fiscalité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça ne serait pas conforme? On va prendre un cas basique. Côté français, j'ai une personne un couple qui vient me voir. On peut tout à fait avoir un dirigeant d'entreprise ou des personnes qui sont retraitées et qui viennent et qui me disent, voilà, on va faire notre aléa, mais on va faire des allers-retours en France, et donc je vais garder ma résidence principale en France, qui va devenir une résidence secondaire. Déjà, je leur explique que ça va coûter cher parce qu'ils vont avoir une taxe d'habitation qui coûte très cher en France lorsqu'on a une résidence secondaire. Résidence secondaire, bien sûr. On va avoir un sujet, ils perdent l'abattement en cas de vente de la résidence principale qui est secondaire, ils vont perdre l'abattement et donc avoir potentiellement une plus-value. Mais surtout, il y a un autre élément, c'est que lorsqu'on regarde la convention fiscale entre la France et Israël, comment ça fonctionne, la résidence fiscale? On a 4 critères. Foyer d'habitation, centre des intérêts économiques, durée de séjour et nationalité. On va faire une analyse sur ces critères successifs, on va faire une analyse alternative en France et en Israël. Donc, on part du principe que la personne qui fait son aléa va avoir un foyer d'habitation en Israël. Si elle conserve un foyer d'habitation en France, alors déjà, on va dire, si elle ne conserve pas de foyer d'habitation en France, elle est considérée comme résidente fiscale israélienne. Et je ne vais pas voir les autres critères. D'accord. Nathanaël, il adore, puisque du coup, j'ai pas de C'est le plus simple, hein, effectivement. Là, Le sujet, c'est lorsque les personnes vont garder un foyer d'habitation en France, et donc je passe au deuxième critère, le centre des intérêts économiques. Et là, je leur dis, on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire, je vais aller regarder qu'est-ce qu'ils ont comme source de revenus. Est-ce qu'ils ont de l'immobilier français? Est-ce qu'ils ont des placements financiers? À ce moment-là, je vais leur dire, mais il faut absolument me bouger les placements financiers hors de France. Les retraites, quel est le montant des retraites? Donc, on va aller sur une analyse économique qui est beaucoup plus délicate. Alors, ça peut être très simple, hein, si vous n'avez que des placements financiers, il suffit qu'on transfère votre assurance vie. Alors, il suffit, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on peut transférer l'assurance vie au Luxembourg, on peut faire beaucoup de choses, mais on rentre dans une analyse. Donc, la première chose, et Nathanaël, sur les dossiers qu'on a en commun, il le voit, hein, sur les consultations, puisque quand mes clients vont en Israël et qu'ils le consultent, ils lui montrent la consultation. Le premier sujet n'est pas de dire si je vais payer plus d'impôts ou moins d'impôts, c'est la résidence fiscale. Fiscale, bien sûr. Car la résidence fiscale, vous pouvez être, et moi j'ai des sujets contentieux,
vous pouvez vivre en Israël et pour autant que la France considère que vous soyez résident fiscaux français. Et Excusez-moi, Maître Benayoun, ce que vous me dites, c'est que le fait d'avoir fait ça Alia, donc d'avoir une Teuda Tolé, un certificat de nouvel immigrant, et de rester plus de 6 mois et 1 jour en Israël ne suffit pas, c'est ça? Oui, parce que ce n'est pas les critères que je viens de donner. Exact. Lionel, ce que vous m'expliquez, c'est exactement ce que me disent mes clients en rendez-vous. Ils me disent, mais 6 mois, je vais… Alors, qu'ils soient sur le régime de l'ALIA ou qu'ils soient après les 10 ans, moi, je m'en moque. C'est une problématique israélienne. Il faut bien comprendre une chose. Jusqu'en 2020, on avait un sujet sur la conformité du régime de l'ALIA au regard de la convention fiscale. Alors pourquoi je parle de convention fiscale? Parce que si on n'a pas la convention fiscale qui nous protège, on revient au droit interne français qui dit on est résident fiscal français si on remplit une des 3 conditions. Foyer d'habitation, centre des intérêts économiques, durée de séjour. Or là, c'est compliqué de n'avoir aucun des 3 critères. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2020? À chaque fois, les tribunaux, notamment la Cour administrative d'appel de Marseille, a dit la convention fiscale ne s'applique pas aux personnes qui sont sous le régime de l'ALIA. Le tribunal administratif de Toulouse le dit. Et puis, on arrive à une décision, Cour administrative d'appel de Toulouse de 2020 ou 21, j'ai un petit doute, je crois qu'elle est de 21 d'ailleurs à la fin, qui nous dit il y a une conformité. On peut partir de France sous le régime de l'ALIA et bénéficier de la protection de la Convention. Donc, la notion de résidence n'est plus à analyser au regard des 3 critères que je vous ai dit, alternatifs, mais du mécanisme successif et alternatif qu'il faut regarder entre la France et Israël. Alors, c'est un peu compliqué, c'est plutôt le boulot du fiscaliste, parce que effectivement, mes clients viennent soit spontanément, beaucoup du bouche à oreille, beaucoup parce qu'ils savent qu'on fait beaucoup d'expatriation vers Israël, mais pas uniquement. Hein. Pour comprendre la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Toulouse, il faut comprendre que c'est toute la fiscalité internationale qui ressort. Le juge, il dit quoi? Il dit qu'il y a une potentialité d'imposition en Israël et ça lui suffit. Et c'est des raisonnements qui ont été suivis dans l'analyse d'autres conventions fiscales. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas d'impôts qu'obligatoirement on n'a pas la protection de la convention. Et la meilleure chose qu'on ait, c'est la protection de la convention fiscale qui évite une double imposition. Donc, le thème, pour répondre, Lionel, à la question, puis je vais laisser Nathanaël peut-être parler du côté israélien, c'est surtout quand on prépare, dire est-ce que quand je vais partir, la France va vraiment considérer que je suis résident fiscal israélien? Ouais, c'est le vrai enjeu, en fait. C'est le véritable enjeu. Oui, il y a des personnes qui partent, et moi, quand je les récupère, je leur dis, mais vous ne me remplissez pas toutes les conditions. Et là, c'est une mauvaise surprise, quoi. D'accord. Après, c'est chacun sa chance. Ce qui se passe, c'est que plus vous avez un patrimoine français important, plus vous avez des sujets, plus on peut venir vous voir. Mais je vais être clair avec vous, hein. Moi, j'ai un dossier aujourd'hui sur Israël qui dure maintenant depuis plusieurs années de remise en cause de la résidence fiscale. Je crois que c'est mon dossier à enjeu sur toutes les destinations. Hein. Nous, on a des clients dans une trentaine de pays dans le monde où c'est mon client qui a le moins d'enjeux financiers. Donc, il ne faut pas penser que la France va venir uniquement parce qu'il y a X millions d'euros. Je m'évertis de dire à mes clients, le plus simple pour eux, c'est de trouver le retraité basique et bien sûr. de passer au fer. Hein. Et le sujet, parce que souvent on me dit, oui, mais c'est quoi l'incidence? Mais l'incidence, elle n'est pas obligatoirement immédiate. L'incidence, elle est au moment d'une succession. Ou si vous êtes résident fiscal français, on va taxer, y compris votre patrimoine israélien. Et il faut arrêter de penser, et ça, Nathanaël va l'expliquer, qu'il n'y a pas d'échange entre la France et Israël. Hein.
sur les dernières statistiques sorties par le ministère de l'économie sur les échanges, l'assistance automatique, l'assistance L'entraide internationale, je crois qu'Israël a plus de demandes que la Belgique. Pourtant, il y a beaucoup de Français qui sont partis en Belgique. Et si ce n'est le début de la guerre où on voit qu'elle ne répond pas, ils répondent aujourd'hui. Il y a un taux de réponse relativement élevé. Et ils répondent vite, d'après ce que je sais. Alors, ils répondent, moi je vois des fois des retours en 2 mois. Ouais. En 2 mois. Et sur des c'est ultra rapide de moi dans ce genre de demande, c'est rapide. Où l'administration n'avait pas obligatoirement d'enjeux a priori, mais elle se posait des questions de savoir si le client n'avait pas caché des choses. Maître Benayoun, j'ai une question, si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'Israël est sous les lumières, on va dire, sous les projecteurs? Non, pas plus qu'une autre destination. C'est faux. Okay. C'est faux. Après, il y a quand même des histoires avec Israël. C'est un petit projecteur, c'est ça? Non, mais qui ne sont pas politiques. C'est le fait qu'il y a quand même eu un certain nombre d'escroqueries. On l'a un peu cherché aussi. Voilà. Qui sont sur Israël. Donc, moi, j'avais ce sujet d'Israël il y a 15 jours à la direction des services fiscaux où ils sont plutôt bien renseignés. Ils me disent, oui, mais votre client en Israël, il ne paye pas d'impôts. Et je lui dis, non, vous confondez, parce que moi, le sujet, on pourra en parler lors d'un autre podcast, c'est les liens et l'activité au regard de personnes qui travaillent entre la France et Israël. Je leur dis, mais c'est une société israélienne, mon client est une société israélienne, il a une déclaration d'impôt et cette société, elle paye de l'impôt. Donc, on confond beaucoup de choses. Dans l'esprit du fisc, basiquement, en Israël, on ne paye pas d'impôt. Alors bon, côté français, on voit que vous en payez quand même moins potentiellement et surtout beaucoup moins pendant 10 ans, mais Israël n'est pas un pays… Georges, on t'a toujours encouragé à venir faire ta alia si tu veux, il n'y a aucun problème, on t'accompagne. J'ai beaucoup de clients qui partent, il faut d'abord que je les assiste. Il faut que tu t'occupes de ceux qui partent avant, j'ai compris. En tout cas, juste pour compléter ce que tu as dit sur la partie, c'était super intéressant sur la partie France. Sur la partie israélienne, la première question de Lionel, c'était comment, enfin, je compte quitter la France, je compte faire ma alia, qu'est-ce qu'il convient de faire? Donc déjà, évidemment, bien débrancher la prise en France, ça veut dire bien s'occuper. Est-ce que vous êtes soumis à l'exit tax ou pas? Est-ce que vous devez faire cette formalité ou pas? Est-ce que vous devez… c'est pas le tout de ne pas payer d'impôts pendant X années sur vos revenus. Où sont gérés vos revenus? Si vous avez par exemple une assurance vie, sortez-la, mettez-la au Luxembourg. Si vous avez des produits, des portefeuilles financiers, des choses comme ça, occupez-vous de les sortir de France parce que le centre d'intérêt économique, c'est un angle d'attaque que la France aime bien utiliser parce que le nombre de jours, alors on m'a dit aujourd'hui que la France dispose du nombre de jours, je crois pas, je vois pas trop comment est-ce qu'il pourrait consulter le nombre de jours pour une personne qui rentre par la Belgique ou l'Italie ou peu importe. Quoi qu'il en soit, Israël a le nombre de jours. Alors, juste pour compléter ce que tu as dit, en Israël, la notion de résidence fiscale, elle est principalement liée au nombre de jours que la personne va passer en Israël. C'est un indicateur fort. Il va y avoir une réforme, et on en parle souvent dans ce podcast, c'est une réforme sur la fiscalité internationale qui va, à mon avis, voir le jour courant 2025. Bon, là, ils ont augmenté les impôts, etc. On va dire qu'ils avaient d'autres choses à fouetter, mais à mon avis, maintenant, ils vont pouvoir se reconcentrer là-dessus. Il va y avoir maintenant une sorte de décision noir ou blanc. Si jamais tu fais plus qu'un certain nombre de jours, tu seras résident fiscal israélien. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un indicateur fort, mais ce n'est pas ce qu'on appelle en hébreu une achlata chaluta, c'est-à-dire ce n'est pas une décision non attaquable. Aujourd'hui, tu peux toujours dire, même si j'ai fait plus que 183 jours, je me considère quand même comme non-résident parce que raison X ou Y. Ce sera très difficile à faire. Et nous, on s'en sert souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire, même si je n'ai pas fait mes 183 jours, je me considère quand même résident fiscal parce que X ou Y, chaque cas est particulier. Mais en tout cas, l'élément primordial, lorsqu'on décide de faire sa alia, la première chose à faire, c'est de vérifier comment est-ce qu'on débranche correctement le courant, comment est-ce qu'on sort la prise correctement de l'État français pour ensuite venir, évidemment, en Israël, vérifier comment est-ce qu'on s'installe, de quelle manière on s'installe, comment on obtient la résidence. Le principe, donc, Maître Benayoun sait répondre à ces questions. Et puis, le principe, c'est de pouvoir dormir tranquille, je pense. Oui, alors, juste une chose.
La durée du séjour, effectivement, la France ne va pas aller regarder aux douanes, sauf vraiment exceptionnel. Ce n'est pas le sujet, il y a beaucoup plus simple chez nous. Le marqueur, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'on le dit, on l'explique à nos clients, pas pour se cacher, mais parce qu'il y a une vraie cohérence. Vous n'allez pas vivre à l'étranger, que ce soit Israël ou même une autre destination, en conservant votre carte bancaire française. On ne fait pas son alia en conservant un numéro de téléphone français. Mais c'est un marqueur. Donc, et je dis encore une fois, c'est le sujet, pas de jouer à cache-cache avec l'administration fiscale, puisque nous, on le voit, on sait très bien ce qui se passe chez nos clients, on connaît la cohérence. S'ils vont en Israël, ils vont vraiment vivre en Israël. Ce n'est pas des personnes. Et puis, Israël a un intérêt par rapport à d'autres destinations, par exemple comme la Belgique ou le Luxembourg, c'est qu'on ne peut pas venir en voiture en 1 heure. Donc, tu vas avoir du mal. Il y a 2-3 pays au milieu qui n'ont pas été dépassés. Voilà. En voiture, en tout cas. Tu dis Benayoun en Turquie, mon grand, tu vas avoir du mal. C'est un peu compliqué. Donc, il y a effectivement beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments. Chaque situation est différente. C'est quand même hyper important de faire comprendre ça. Chaque situation, chaque patrimoine, chaque situation patrimoniale. Donc, oui, mais il faut bien comprendre que ce qu'on appelle, nous, l'expatriation fiscale, ce que maintenant les journalistes appellent l'exil fiscal, en France, on appelle comme ça, c'est quand même un changement de vie. Moi, j'ai un certain nombre de clients qui, en arrivant en Israël, vont payer plus d'impôts que s'ils étaient restés en France. En arrivant ? Pour quelle raison ? En devenant résidents fiscaux israéliens, on peut avoir des situations plus compliquées. Donc, Israël n'est pas un paradis fiscal. La situation est meilleure normalement les 10 premières années, mais il y a des fois, moi j'ai des clients, je ne peux pas leur arrêter d'avoir un salaire français. Attends, Georges, en Israël, il n'y a pas d'impôt sur la succession, il n'y a pas d'impôt sur les donations. Pendant 10 ans, tu ne payes pas d'impôt sur les revenus passifs, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu financier, tu ne payes pas d'impôt sur tes dividendes, tu ne payes pas d'impôt sur tes intérêts bancaires, tu ne payes pas d'impôt sur ta retraite. Ça, c'est la réalité israélienne. Oui, mais une fois que tu as dit ça, les personnes que je vois me disent j'ai pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Oui. Ni immobilier. Les personnes me disent il n'y a pas d'impôt sur les successions en Israël. Je leur dis bah oui, mais je viens de vous demander, vous m'avez expliqué sur 3 enfants, j'en ai encore un en France. Ou dans mon patrimoine, j'ai encore un bien immobilier français. Ou j'ai encore un compte bancaire et des placements en France. Et je leur dis, bah ouais, mais ça, même si tout le monde vit en Israël, tout le monde est résident fiscal, c'est pour ça qu'il y a les principes et puis il y a la compréhension et la traduction des principes qu'on doit, aussi bien à Jérusalem, à Tel Aviv qu'à Paris, expliquer aux personnes qui viennent nous voir. C'est un puzzle, faut mettre toutes les pièces ensemble et pas rester sur des principes. Donc oui, il y a beaucoup de choses, mais il faut mettre à côté le patrimoine. Quand quelqu'un part de France à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans ou même plus tard, ce n'est pas toujours évident de couper immédiatement tous les liens. Maître Benayoun, j'ai une question. Est-ce que le fisc français perçoit la ALIA aujourd'hui comme une fuite de cerveau et surtout une fuite de capitaux? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils voient ça comme quelqu'un qui partait avant avec le régime RNH au Portugal, comme quelqu'un qui va à Dubaï. Non. Et puis aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose qui est quand même essentielle. L'administration a mis beaucoup de temps avant de le comprendre. C'est très simple de prendre l'avion. Pourquoi les gens partent? Les gens peuvent décider de quitter la France parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, parce qu'il y a de la fiscalité, mais aussi parce qu'il n'y a rien de plus simple aujourd'hui de changer des paramètres. Donc, à la retraite, quand quelqu'un part, souvent, et Lionel, votre question, elle m'amène
souvent une question que j'ai quasiment dans tous mes rendez-vous. On me dit, mais je vais avoir un contrôle fiscal au moment où je vais partir. Ben non, le fait de partir, c'est un mouvement comme un autre. D'abord, la France est un grand pays, donc il y a des mouvements dans tous les sens. Et même en période d'instabilité politique, fiscale, moi j'ai des clients qui viennent en France et avec des patrimoines qui peuvent être très, très importants. Donc, ça va, ça vient, ça bouge. Donc, on bouge de plus en plus, hein. Donc, c'est plutôt facile de bouger en apparence, parce qu'on prend un billet d'avion. Après, il faut avoir qu'il y a un certain nombre d'éléments de la fiscalité qui peut avoir des incidences et comment je vais vivre à l'avenir. Et ce serait quoi pour toi les 3 petites astuces, les 3 réflexes avant de partir correctement sur la partie française? Alors, 3 mais petites checklists, tu vois, 3 to do. Avant de partir, tu fais 1, 2, 3. premièrement, est-ce qu'en partant, je vais vraiment devenir résident fiscal israélien? Mmh. Alors, mes clients, ils comprennent facilement parce que le premier rendez-vous dure souvent 1 heure et quart, on fait au moins une demi-heure sur ça. Et au début, ils se disent, mais certains qui m'ont dit, mais pourquoi vous nous gavez avec la résidence fiscale? Parce que la résidence fiscale, c'est la même chose que la nationalité avec le passeport. La résidence fiscale, c'est votre passeport fiscal en matière de Oui, c'est un passeport fiscal. fiscalité. C'est où vous allez payer de l'impôt à titre principal. Donc, si c'est pour se faire rattraper après, moi, je n'ai pas de souci, hein. Mais je l'écris à mes clients. Je leur dis, attention, au regard des critères, il y a tel sujet. Après, chacun prend ses responsabilités. L'expatriation fiscale, ce n'est pas de l'évasion fiscale. C'est pour ça, Lionel, que je répondais, on peut partir, revenir. L'administration, qui a vu d'ailleurs ces derniers 18 mois voir venir beaucoup d'Israéliens en France. J'étais surpris ce week-end, il se trouve que je marchais dans la rue, à 150 mètres d'affilée, j'entendais parler des gens hébreux, et par définition, ce n'est pas des Français. Pour quelle raison? Bah, c'est Il y des a une raison. Israéliens qui sont venus pendant la guerre et qui se sont installés en France. Et il y a un certain nombre il y a eu un reflux, même si aujourd'hui, on voit les Français plutôt aller dans le sens quitter la France pour aller vers Israël. Donc, premier réflexe, résidence fiscale, se poser la question. Deuxième réflexe, est-ce que je suis soumis à l'exit tax et est-ce que j'ai des formalités à faire? Alors, on ne va pas rentrer là dans ce podcast sur l'exit tax, mais l'exit tax, c'est quoi? C'est des titres de société soumises à l'impôt sur les sociétés en France, en Europe ou ailleurs. Donc, est-ce que je détiens au moins 50% de cette société ou des bénéfices? Je suis soumis à l'exit tax. Ou est-ce que j'ai des titres de participation ou des titres même d'une société cotée pour une valeur supérieure à 800 000 euros? Si je suis dans cette situation, attention, parce que ça veut dire que je dois déposer un dossier auprès de l'administration fiscale française au moins 3 mois avant de partir. C'est les fameux 90 jours d'annonce. Voilà, Okay. C'est pour ça que je dis l'exit tax, c'est un élément important. Alors, moi, je récupère des clients qui me disent « Ah, mais mon avocat français, il m'a fait partir, j'ai obtenu le droit de ne pas respecter les 90 jours. » Mais là, votre dossier, il passe déjà dans la frontière un peu rouge. Moi, je suis désolé, moi, je ne dépose pas de dossier à moins de 90 jours. Je ne prends pas le risque, ni pour mes clients, ni pour mon cabinet. On fera un passage sur l'exit tax parce qu'on en avait fait un dans ce podcast, mais ce serait bien qu'on en refasse un autre avec toi aussi, parce que j'ai beaucoup de clients qui ne respectent pas ça, qui ne l'ont pas fait, qui ne savent pas, et surtout, c'est souvent « Bon, ok, j'ai pas fait, je fais quoi maintenant ?» Bon, on en refera un autre sur l'exit tax. Troisième élément, donc exit tax, pourquoi c'est important? Parce que si vous partez alors que vous êtes soumis à l'exit tax, l'administration fiscale pourrait vous demander de payer les plus-values latentes. Bon. Ouais, c'est une formalité obligatoire, donc c'est pas un jeu, c'est pas un choix, il faut vraiment le comprendre. Okay. Le troisième élément, c'est quand même de se poser la question, mais qu'est-ce qui va m'arriver en Israël et en France? C'est-à-dire que je pars,
mais j'ai encore des liens avec la France au niveau de revenus. Comment ça En fait, la plupart des Français qui font leur alia ont toujours des liens avec. Et c'est normal. Normal. Comme il La le plupart disait vivent comme Lionel, ça. on a un sujet, c'est qu'on n'efface pas du jour au lendemain 50 ans, 40 ans ou plus de présence physique et économique en France où on a créé de la richesse. Voilà, on ne vend pas du jour au lendemain de l'immobilier et n'importe comment. Et d'abord, c'est pour ça que ce n'est pas une fuite de partir en Israël. On peut avoir des biens dans les deux pays. Donc, c'est qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, qu'est-ce qui m'arrive en France? Qu'est-ce qui m'arrive en Israël de ton côté, Nathanaël, quand la personne arrive? Qu'est-ce qu'elle doit faire, pas faire? Comment ça se passe? Et quatrième, c'est un peu un patchwork, un peu que j'explique à mes clients, c'est alors quelque chose qui va vous paraître très bizarre parce que vous vivez depuis très longtemps en Israël, c'est que le français qui part, alors je ne parle pas de celui qui a 20 ans, 25 ans, mais dès qu'ils ont plus de 30 ans, c'est quid de la sécurité sociale? Oh oui. Quid de mon régime matrimonial? Qu'est-ce qui va m'arriver à l'avenir si je décède, si je... Donc, C'est un vrai sujet, ça. tous ces éléments qui font que, alors souvent, alors c'est un peu amusant parce que nous, on a une analyse qui est différente selon les pays de destination. C'est-à-dire que quand mes clients partent en Israël, mes clients, je leur dis dès le départ, ce n'est pas notre sujet au départ, mais dites-vous, je vais vous faire un testament, généralement dans l'année de votre arrivée en Israël. À l'inverse, mes clients qui vont par exemple au Portugal, le régime civil est tel que je ne veux pas qu'ils changent de régime matrimonial au Portugal. Donc, on ne les fait pas changer. Non, donc c'est vraiment du sur mesure. Aux Émirats arabes unis. Donc, il y a une typologie et c'est aussi pour ça qu'on voit tous les aspects. Et moi, je vois mes clients, j'ai des clients qui ont 100 000 euros et puis d'autres qui ont beaucoup plus de zéros à la fin. On n'a pas les mêmes sujets, mais dès qu'on bouge, on a des sujets fiscaux. Donc, je dirais les 4 points, ce sont ceux-là qu'il faut regarder. Ouais, super intéressant. Super intéressant. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas trop élargir le débat. C'était vraiment intéressant. Maître Benayoun, on mettra un lien qui redirigera vers un formulaire en fait, pour vous contacter, pour les auditeurs qui souhaitent vous contacter et qui veulent préparer leur alia, en fait, dans des conditions sereines, de façon à dormir tranquille et à éviter tout type de malentendu avec l'administration fiscale. Dernier point, Lionel, par rapport à ça, et ça c'est hyper important parce que je l'ai eu encore par un mail ce matin d'un de mes clients, c'est quand est-ce qu'on doit bouger? En pratique, alors Israël est un peu atypique, hein, mais bon, on a l'habitude, c'est pour le coup, on ne va pas changer la destination. C'est que moi, j'ai des clients aujourd'hui qui viennent me voir en me disant je vais partir dans 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Généralement, la moyenne de nos clients viennent nous voir entre 1 et 2 ans avant de partir. Okay. Et Israël, j'ai aussi des clients qui viennent me voir et qui me disent je m'en vais dans 3 semaines au fait. Bon. Alors, quand il y a les... Moi, ils sont là depuis 3 ans, tu vois. Voilà. Effectivement, des personnes, là, on a un dossier où la personne est partie il y a 2 ans, elle n'a pas fait le nécessaire. Ça, je pense qu'il faudra qu'on en parle dans un autre vidéo, c'est-à-dire que... Donc là, vous êtes en mode pompier, là, c'est ça? Mais, ouais. Le problème, c'est que... Ça, tu sais, juste voilà, sur ça, on en parle souvent. Ces gens-là, pour l'instant, ils ont pu, entre guillemets, moi aussi, j'en ai plein qui viennent au bout de 2 ans, 3 ans, même 9 ans. Tu vois, ce matin, un qui dit je termine ma alia en 2025. Oui, vous avez fait quoi depuis la France? Rien. Ça fait 9 ans qu'il est en situation régulière. Mais ça, l'année prochaine, c'est fini. Tu sais, on en a parlé, la loi qui change en 2026, ça, c'est terminé. Ces gens-là qui passent, entre guillemets, entre les gouttes, alors, soit ils arrêtent de percevoir de l'argent dans le monde, mais à partir du moment où demain, ils vont vouloir faire rentrer de l'argent dans une banque israélienne, la banque, elle va leur dire stop, il faut me prouver que cet argent, il a été déclaré en dehors d'Israël. Enfin, cet argent qui vient d'en dehors d'Israël a été déclaré en Israël. Donc, ils ne peuvent plus passer. Ces gens-là qui veulent s'amuser ou qui, par négligence, sont pas venus
dès qu'ils ont fait, ou même avant de faire leur alia, se sont pas manifestés. Ceux-là, a priori, à partir de l'année prochaine, ils peuvent plus passer à travers les gouttes. C'est J'ai impossible. signé 3 attestations pour des clients parce que, effectivement, j'explique à mes clients que dans l'assistance qu'on va leur donner, qui est quasiment du family office, hein, puisque moi, mes clients sont tous obligatoirement domiciliés à mon cabinet, car je veux éviter et avoir aucun souci avec l'administration fiscale et que mes clients en aient aucun. On fait très attention à tous ces sujets, hein. Il faut, on ne peut pas passer à côté des choses liées au départ ou rater un élément. L'information du départ de France, il est essentiel. Il est essentiel. Et d'ailleurs, les sujets qui dérapent et les sujets contentieux, notamment le sujet contentieux dont je vous ai expliqué à un de mes clients, mais pourquoi il a eu ce sujet? Parce que du fait de l'échange automatique, l'administration fiscale française a été informée qu'il avait un compte bancaire en Israël et que quand je pose la question, ils me disent mais nous on est en Israël depuis 5 ans, sauf qu'ils n'avaient fait aucune formalité et la France dit je refuse. Au départ, Rétroactivement. je refuse parce que je considère que le centre de ses intérêts économiques est en France. Et il y a un effet boule de neige sur tous les éléments derrière. Il faut comprendre que la fiscalité, c'est avant tout une incidence financière, mais pas une incidence financière qu'on voit obligatoirement immédiatement. Tout le monde me parle de la convention fiscale entre la France et Israël en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune. Mais il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Israël en matière de donation et droit de succession. C'est un sujet. Et il n'y en aura jamais parce que, de toute façon, la France ne veut pas en signer. Bah oui. Mais par contre, là où c'est hyper important, et on refera un épisode sur ça, parce que là effectivement, ça fait un petit moment, mais on refera un épisode sur la partie sociale, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, tu as à peine parlé de ça, mais je voudrais qu'on élargisse la prochaine fois. Il y a plein de personnes qui restent résidents fiscaux français parce qu'ils veulent continuer à bénéficier de la couverture sociale et qui, en Israël, sont résidents fiscaux israéliens, selon mon interprétation, à 100%, aucun doute possible là-dessus. Et donc, ils jouent sur les deux tableaux. Mais le problème, alors, tu joues sur les deux tableaux, moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Mais qu'est-ce qui se passe avec les comptes bancaires en Israël non déclarés en France? Qu'est-ce qui se passe avec, pour s'ils sont soumis à l'IFI, sur leur patrimoine israélien non déclaré en France? Parce qu'ils disent, ah ben non, ce qui est en Israël, c'est en Israël. Ce qui est en France, c'est en France. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Mais ce double jeu, il existe, et il existe à très forte échelle. Et juste pour terminer sur la requalification de la résidence fiscale, alors moi j'ai un dossier qui ne concerne pas Israël, où que me fait l'administration? Elle m'a repris tous les remboursements de sécurité sociale sur les 3 dernières années. Oh là. Et, alors bon, j'ai d'autres éléments, c'est mon point faible dans le dossier. Et il faut savoir qu'on a une nouvelle instruction qui est sortie en décembre 2024. La notion de résidence fiscale se rapproche de plus en plus et se mixe avec la résidence sociale. Où est-ce qu'on se fait soigner? Donc attention. Ils appellent ça comment? La résidence? Sociale. Alors ça, c'est le nom d'un article et plusieurs articles de doctrine fiscale qui spécifient que maintenant, il faut encore plus faire attention. On peut remettre en cause une résidence fiscale sur la base de la protection sociale et le fait de se faire soigner uniquement en France. Alors pour le coup, je peux te dire d'où ça leur vient cette idée. C'est une idée israélienne. C'est Bar Refaeli, la mannequin, qui s'est fait retoquer par le fisc israélien parce que les soins dont elle bénéficiait, elle les prenait en Israël et elle avait proclamé être résidente fiscale des US. Donc le fisc israélien a dit oui, mais les soins que tu as reçus, ma grande, tu les as reçus en Israël. Et ça, pour nous, c'est un critère hyper important et tu es résidente fiscale israélienne à cause de ça. Oui, mais c'est un mouvement qu'on voit dans tous les pays de l'OCDE. Parce que comme la protection sociale coûte de plus en plus cher et qu'on a différents moyens d'y parvenir, on a ce sujet-là. Il faut faire très attention. Donc c'est pour ça, Lionel, en synthèse, on a expliqué au cours du podcast pourquoi l'élément primordial
à regarder lorsqu'on part, c'est la notion de résidence fiscale, mais il faut vraiment rentrer dans les détails et savoir ce qu'on va faire à l'avenir et jauger. Moi, je n'interdis pas à mes clients de partir, je suis un conseil. Je les représente, je leur dis comment la loi s'applique, comment elle peut évoluer, comment elle a évolué au cours des dernières années. Un des sujets pour moi les moins importants, c'est la durée de séjour. C'est le plus important pour nous. Oui, mais pourquoi? Alors, d'abord, c'est celui que les gens comprennent le plus simplement, mais en fait, c'est oui, pas. parce que je leur explique, vous n'êtes pas résident fiscal français à 6 mois plus un jour et à 6 mois moins un jour, vous êtes protégé. Non, non, c'est pas ça l'histoire. Parce que moi, j'ai de la jurisprudence en France. Moi, mes clients, je leur explique, vous passez plus de 5 mois en France, j'ai un problème. J'ai un problème. Donc, c'est pas l'histoire des 6 mois. D'ailleurs, je vous mets en défi, mais bon, vous n'allez pas aller lire toutes les conventions fiscales signées par la France, de me trouver une référence à 6 mois. Alors, si je vous donne un petit… Tu lis toutes celles signées par Israël, et je te jure, je le fais. Voilà. Mais là, on est dans la relation par exemple, moi, la seule que je connaisse à 6 mois, c'est la convention entre la France et le Qatar. Bon, a priori, il n'y en a pas encore entre Israël et le Qatar. Il y a d'autres. Si tu veux mon avis, c'est pas près d'en avoir une. Voilà. Mais dans aucune convention, on vous parle du séjour principal. Il faut voir la jurisprudence. Le séjour principal, il n'y a que les journalistes qui pensent que c'est 6 mois et un jour ou 5 mois, 6 mois et moins un jour. Mais non, c'est pas ça. Voilà pour aujourd'hui. Super, magnifique. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, plus que je le pensais même. Et bon, Nathaniel, il n'a pas été très bavard, mais il aura sa revanche. Là, pour le coup, c'est sur un sujet, c'est vrai, très franco-français, puisque on est au début de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a 38 chapitres, t'inquiète pas, je me rattraperai la prochaine fois. Pour tous les auditeurs, les nombreux auditeurs qui vont suivre ce podcast, on va mettre le lien en fait vers le site web et la page de contact de Maître Benayoun. Et je vous dis à une prochaine fois sur le podcast de Fiscalia. Maître Benayoun, merci encore. Merci de nous avoir partagé votre savoir. Passionnant, vraiment. Passionnant sur un sujet pointu et ardu, je trouve. Et puis, je vous dis au prochain podcast pour la suite dans le prochain épisode, quoi. Merci. Et pour tous les auditeurs, cette fois-ci, on l'a mis en vidéo aussi sur la chaîne YouTube, si vous voulez regarder. Voilà, ce ne sera pas que de l'écoute cette fois-ci, c'est un nouveau format. Georges, merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.